Bonjour, Sébastien Lecornu. Bonjour. Le président Macron va recevoir aujourd'hui à l'Élysée les élus des Hauts-de-France, enfin ceux qui ont accepté de venir, puisqu'il y a des absents, notamment les élus de la France Insoumise, du Rassemblement National ou encore Martine Aubry. On croyait que le grand débat était terminé, or on voit qu'Emmanuel Macron, lui, joue les prolongations. Il sera la semaine prochaine en Bretagne, en Corse. Finalement, à quoi ça sert? Pourquoi, lui, continue-t-il à faire des grands débats, puisque les Français, eux, ne débattent plus? La question est assez amusante, puisque le grand débat national est évidemment terminé, au sens où nos concitoyens ne peuvent plus faire de contributions sur la plateforme, n'organisent plus de réunions d'initiatives locales, mais le chef de l'État s'était engagé à traiter, rencontrer l'ensemble des régions de France. Et donc, par définition, pour débattre. On prend le temps de terminer et de finir. Et je vais vous dire une chose, nous allons continuer de toute façon ces réunions de travail avec les maires, puisque le président l'avait annoncé lors du congrès des maires, lorsqu'il avait réuni 2000 collègues qui étaient réunis à l'Élysée pour l'occasion, où il avait annoncé ces réunions de travail un peu originales, un peu spécifiques sous la Ve République, parce qu'il faut remonter jusqu'au général de Gaulle pour avoir ces séances de travail très directes, sans filtre, entre le chef de l'État et les maires de France. Et donc, je vous le dis, à la fin même du grand débat national, même sans grand débat national, on va continuer ces rencontres avec les maires. Original, je reprends votre mot. Hier, il a répondu à des enfants qui lui parlaient, par exemple, de harcèlement scolaire, avec des expériences vécues. Est-ce que c'est son rôle de chef de l'État de répondre à ce genre de problème? Est-ce que ce n'est pas plutôt le rôle du directeur de l'école, du chef d'établissement? Est-ce qu'il ne fait pas, soyons francs, dans cette affaire, beaucoup de communication aussi? Non, ça je le refuse, tous les procès d'attention qui ont été faits hier. Et sur ce point précis, je vais vous dire une chose, je trouve ça curieux, cette société dans laquelle on dénigre la parole de l'enfant. Donc quand le chef de l'État parle pendant 8 à 9 heures avec des maires, on trouve ça entre guillemets normal, on salue la prouesse. Et lorsque le président de la République passe 1h30 ou 2 heures avec de jeunes enfants, de jeunes Français... Son rôle. Oui, je vous réponds. Je pense que derrière, que le chef de l'État lui-même donne de la place et consacre la parole de l'enfant dans notre société, moi je trouve que c'est une bonne chose. Et il peut répondre à des problèmes spécifiques de harcèlement scolaire. Je crois que les questions de harcèlement sont des questions qui sont très très difficiles et très dures. Hier, la première question d'un des jeunes enfants était très émouvante. Il avait 5 ans. Et au contraire, je trouve qu'on vient aussi montrer tout ce que l'État et les collectivités territoriales peuvent faire sur ce fléau-là. Moi, je trouve que ça va dans le bon sens. Une fois de plus, ne dénigrons pas cette parole parce qu'elle est fondamentale. Ce n'était pas le cas. Je sais bien, mais je le dis parce qu'il peut y avoir un petit mépris quand même de ce point de vue et je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Non, pas du tout, en l'occurrence. À l'occasion de ces réponses, en tout cas, le président a dit qu'il souhaitait que le mouvement des Gilets jaunes s'arrête, puisqu'on lui a aussi posé des questions là-dessus. On entendait dans le journal qu'il y aura demain donc la 20e journée de manifestation. Qu'est-ce que vous espérez que ce mouvement s'essouffle, puisque samedi après samedi, malgré les interdictions de manifester, il y a toujours des milliers de Français qui descendent dans la rue pour dire leur colère? Oui, je crois qu'il y a deux choses. D'ailleurs, le président de la République a été assez précis hier. Il y a celles et ceux qui manifestent et qui déclarent leur manifestation. Et ça, pardon, mais c'est leur droit le plus strict. Et je ne suis pas là pour souhaiter que ça s'arrête ou que ça ne s'arrête pas. Oui, par contre. Non, hier, il a été très précis. Que ça s'arrête. Non, il a dit surtout qu'il souhaite que le bazar s'arrête. D'ailleurs, on peut aller plus loin que bazar. Ceux qui cassent, ceux qui pillent, ceux qui créent des graves troubles à l'ordre public ou qui veulent même tuer ou saccager. Les manifestations peuvent continuer indéfiniment, alors le gouvernement, l'exécutif n'est pas là pour dire si un tel ou un tel doit arrêter de manifester dès lors que sa manifestation est déclarée. Après, pour avoir organisé ce grand débat national pendant plus de 2 mois avec Emmanuel Vargon, pour commencer à préparer un certain nombre de réponses politiques fortes que le président de la République détaillera aux alentours, bien sûr, du 15 avril et encore même dans les semaines qui viendront ensuite, il y aura une réponse politique. Donc manifester, c'est bien, mais proposer, c'est mieux. Et c'est vrai que j'écoute avec beaucoup d'attention celles et ceux qui manifestent le samedi, dans le cadre des manifestations déclarées par définition. J'entends beaucoup de propos contre, j'entends beaucoup de choses que l'on pointe du doigt, j'entends pas beaucoup de solutions, de propositions concrètes. Désormais, on est dans le temps de la solution et de la proposition concrète. Et quand vous entendez Richard Ferrand, c'est un de vos amis, le président de l'Assemblée nationale, qui dit, je le cite, que quelle que soit la réponse, elle sera par avance jugée insuffisante, c'est un petit peu décourageant. C'est pas nous qui le disons, c'est lui. Non mais clairement, les gens qui manifestent parfois le samedi, de toutes les façons, nous ne sommes pas là que pour les contenter. Le débat est national. National, c'est la nation tout entière. On a voulu donner la parole à l'ensemble de la nation française et désormais, il faut avoir une réponse nationale, une réponse pour l'ensemble de la nation. Quand donc le 8 avril, c'est très important parce que si le prisme d'analyse, y compris médiatique, c'est uniquement de savoir ce que 4 ou 5 000 personnes pensent chaque samedi, très franchement, c'est pas ça la démocratie. Plus que 4 ou 5 000, monsieur Lecornu. Même s'ils étaient d'ailleurs 10 ou 15 000 ou 30 000 ou 100 000 ou 200 000, la réalité démocratique, c'est l'ensemble du pays, avec notamment en plus un cycle électoral qui s'ouvre. Soutenu par 49% des Français encore, selon un sondage. Mieux que des sondages, il y aura des élections européennes bientôt. Mieux que des sondages, il y aura des élections municipales bientôt. Moi, je suis un vrai républicain, un vrai démocrate. Le président de la République, il a été élu, le Parlement a été élu. On a
Imaginez ce débat national qui est une nouveauté, qui montre bien que ce n'est pas parce qu'on a été élu qu'on a un blanc-seing pendant 5 ans. Donc on est là pour apporter des réponses, pour ajuster à mon avis les choses, ça c'est une certitude. Rien ne sera comme avant, on n'est pas là pour continuer comme si de rien n'était. C'est une absolue évidence. Mais là aussi, sur le concret... Alors, parlons de mesures concrètes. Vous représentez les collectivités territoriales. Il y a une mesure qui semble sortir, émaner de la part des élus notamment, c'est la complexité des fonctions. Est-ce que vous allez, puisque c'est un projet qui est sur la table, fusionner les conseillers régionaux et départementaux avant 2021 en une sorte de conseiller unique qui sera le conseiller territorial? Ça fait particulièrement des propositions qui sortent du grand débat national. D'ailleurs, pas que pour les élus, comme vous venez de le dire, tout simplement parce que nos concitoyens sont en attente de proximité. Regardez les grandes régions telles qu'elles ont été faites sous le quinquennat précédent. Par définition, on donne l'impression d'être éloigné. Quand vous êtes habitant, je suis en train de vous répondre, quand vous êtes habitant dans l'agglomération de Troyes, votre bassin naturel, c'est Paris, c'est pas Strasbourg. Donc, est-ce qu'il faut revoir le périmètre des grandes régions? Ça nous semble difficile. Est-ce qu'on peut imaginer un conseiller territorial nouvelle version, pas dans les modalités telles que Nicolas Sarkozy les avait imaginées à l'époque, mais adapté à ces grandes régions? Clairement, c'est sur la table. Et donc, moi, je veux désormais lancer des concertations et des consultations avec les associations d'élus, avec les élus, également avec nos concitoyens, parce que ce besoin de proximité, il a été clairement et très fortement exprimé dans le cadre du grand débat national. Ça veut dire que des milliers d'élus locaux vont devoir se saborder, puisque qui dit fusion de 2 fonctions en une, dit forcément des gens qui vont disparaître. Mais je pense que il n'y aura pas de réticence. Je suis élu local et croyez-moi, ce besoin de proximité, je le ressens. On n'est pas là pour défendre une catégorie, une caste ou des avantages. Il faut avant tout répondre à ce que nos concitoyens nous demandent. Et la proximité, c'est pas que les collectivités territoriales. On voit comment on a coupé progressivement les préfectures et les sous-préfectures de la population. On voit comment le numérique et la dématérialisation créent parfois beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse dans les territoires ruraux. Donc il y a un champ de réponse global qui doit être apporté sur ces questions. Il nous reste moins d'1 minute. Un mot du remaniement. 10 ministres, pas un de moins, ont quitté le gouvernement depuis mai 2017. C'est inédit. Sous François Hollande, à la même époque, il y avait un départ. Sous Nicolas Sarkozy, votre ancien ami, il y en avait que 3. Toujours mon ami. Toujours votre ami. Vous venez de cette famille politique. Comment expliquez-vous cette fuite, en quelque sorte, qui est, je le répète, inédite? Non, mais il y a des choix individuels qui ont été faits. Je ne reviens pas sur les choix de Gérard Collomb ou Nicolas Hulot, pour prendre peut-être les deux cas les plus emblématiques. Benjamin Griveaux, comme Nathalie Loiseau. Il y a toujours de bonnes raisons, mais ça ne révèle pas un manque de un problème dans cette équipe. Le départ de Nathalie Loiseau, c'est au contraire la volonté d'aller porter un projet européen pour défendre les idées de sa famille politique. Une famille politique qui n'a pas de sortant au Parlement européen et donc qui doit justement créer les conditions de l'explication et de la pédagogie de notre projet pour l'Europe. Très franchement, moi je souhaite bon courage à Nathalie Loiseau que je vais soutenir dans le cadre de cette élection européenne. Vous êtes candidat au poste de porte-parole alors, vous savez, moi je suis très vieux jeu, donc je considère que dans la Constitution, c'est le Premier ministre qui fait des propositions et c'est pas les ministres qui viennent sur un plateau de télévision pour... Je suis bien là où je suis, pour tout vous dire. Mais il y a une réalité, c'est que je trouve ça toujours un peu bizarre quand des ministres viennent faire acte de candidature ou repousser une candidature sur un plateau de télévision. Les institutions, c'est fait pour être respecté. Merci pour cette précision. Franck Riester sera l'invité de Francis Letellier dans un dimanche en politique, dimanche à 12h15. Merci beaucoup, c'est à vous. Laurent, très bonne journée.